réveille un matin en se disant « Ah non, non, non les gars, j'ai raté un petit détail, en fait, faut pas le faire, on va tous mourir. » J'aimerais savoir qui. I myself am strange and unusual. Oh, pas l'hiver. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui. Pas l'hiver. Aujourd'hui je suis en forme, je suis de bonne humeur parce qu'on va faire un format que je n'ai pas fait depuis longtemps sur ma chaîne. C'est le format où je commente la vidéo de quelqu'un d'autre et aujourd'hui c'est pas la vidéo de n'importe qui, je vais commenter la vidéo du docteur Mercola. Au début de l'été, avant les vacances, j'ai commencé à recevoir des mails d'abonnés un petit peu affolés qui me disaient « Regarde, le docteur Mercola qui a toujours été pour la diète cétogène, maintenant il dit que c'est dangereux, il change de camp, il retourne sa veste, qu'est-ce que t'en penses ?» Et je vous avoue qu'au début, moi, ça m'a vraiment bien fait rigoler parce que le discours du docteur Mercola, pour moi, n'a jamais été vraiment sérieux. Comme la vidéo que je vais commenter aujourd'hui est très courte, une vidéo de 8 minutes, je vais me permettre de faire une plus longue introduction qui est importante, je pense, pour contextualiser. La vidéo n'est pas la vidéo d'origine, c'est une partie de la vidéo que j'ai retrouvée uploadée sur une autre chaîne. Et alors, elle s'appelle « Docteur Mercola, le pape de la diète cétogène, n'est plus keto ». Et rejoint la science en promouvant une diète low fat, high carb. Donc bon, on voit très clairement le parti pris qui a été pris par la personne qui upload la vidéo, je m'y attarderai pas. Première chose quand même à recontextualiser, ne vous laissez pas avoir par ce genre de titre, Joseph Mercola n'est en aucun cas le pape de la diète cétogène. Le marchand, oui si vous voulez, le pape, non. S'il devait y avoir un pape en la matière, ça serait plutôt une papesse et ce serait Stéphanie Persson. S'il y a bien quelqu'un qui comprend en détail et en profondeur et sur plein de plans les implications profondes de la diète cétogène, c'est vraiment elle. Le docteur Mercola n'est pas le pape de la diète cétogène parce que déjà ses livres sont plus que moyens. Puis ensuite, ses interventions, quand il parle du métabolisme en diète cétogène, on voit que c'est pas très fin. C'est plutôt quelqu'un qui a copié-collé des choses qu'il a lues ou entendues, donc il a aussi copié-collé les erreurs. Donc voilà, pour moi c'est pas du tout le pape, et comme je vous disais c'est plutôt le marchand. Si vous tapez Dr Joseph Mercola, c'est des compléments alimentaires qui vont sortir dans votre moteur de recherche avant que ce soit les livres. D'ailleurs sur Amazon, si vous voulez trouver les livres, il faut écrire livres, sinon vous ne tomberez pas tellement il y a de compléments alimentaires. Donc c'est une très très grosse machine mercantile, ça s'entend un peu dans le nom, et pour toutes ces raisons, moi, quand j'ai reçu ces mails de gens qui me disaient « Ah là là, mais il change de discours, il retourne sa veste », ça m'a pas du tout étonné, ça m'a juste fait rigoler. Il y a l'un d'entre vous sur un live qui m'a dit « De toute façon, le docteur Mercola, c'est un peu le Jean-Michel Cohen des États-Unis mais c'est totalement vrai, parce que c'est quelqu'un qui va avec le vent, vous voyez, donc moi, ça m'a pas du tout étonné que maintenant que la diète cétogène n'est plus à la mode, ça soit plus la diète cétogène qu'il prône. Pour moi, ça va totalement avec le personnage. Et ne vous faites pas avoir. C'est vrai qu'il a un peu une tête de yeuve, un peu grave, un peu sérieux, donc on se dit ah lui c'est pas un déglingo des réseaux sociaux. C'est quand même quelqu'un qui suit la tendance et quand le vent tourne, et il tourne aussi. Là où moi je suis un petit peu plus choquée, c'est que il y va pas avec le dos de la cuillère, parce que les gros titres qu'on a vu apparaître sur les réseaux, c'est arrêtez la diète cétogène ou vous allez mourir, carrément. Moi, ce que je comprends pas, si vous voulez, c'est que le type est médecin, il a sorti toute une flopée de compléments alimentaires, dont des compléments alimentaires sur la diète cétogène, il a écrit des livres sur la diète cétogène, il se réveille un matin en se disant « Ah non, non, non les gars, j'ai raté un petit détail, en fait, faut pas le faire, on va tous mourir. » Excusez-moi, mais en fait, il y a ces deux postures qui vont pas. Soit tu t'es vite fait intéressé à la diète cétogène, tu t'es dit que c'était bien, mais bon, t'as raté quelques détails, effectivement, tu t'es trompé, l'erreur est humaine, et donc finalement tu changes d'avis et tu dis « Ah non, arrêtez ». Soit tu dédicaces ton temps et ta vie à créer des compléments alimentaires et écrire des livres sur le sujet parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour toi et tu sais de quoi tu parles. Mais vous voyez, les deux postures ne sont pas possibles. Donc je ne suis pas étonnée, mais je suis quand même très curieuse des arguments qui vont arriver. Et enfin, dernière chose importante à dire avant de commencer la vidéo. Quand vous écoutez la vidéo de quelqu'un qui est supposé être médecin, il y a PhD devant son nom, il est une autorité en la matière, etc. Méfiez-vous quand le discours devient trop jargonneux. Méfiez-vous quand il commence à y avoir trop de mots compliqués, trop de mots scientifiques, parce que dans ces cas-là, on a tendance à se dire « Ah, lui, il maîtrise son sujet, mais moi non. Donc l'autorité, c'est lui, et moi, je suis une pauvre merde qui n'a rien compris. » Demandez-vous toujours si l'agglomération, l'accumulation de jargon
n'est pas en train de camoufler la faiblesse du raisonnement, n'est pas en train de se substituer à un raisonnement qui est solide. Parce que, je suis désolée, mais quand le raisonnement est solide et clair, il n'y a pas besoin de mots compliqués pour l'expliquer. On peut l'expliquer simplement, hein. C'est pas moi qui le dis, mais ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Et d'ailleurs, en parlant de Boileau, il y a une autre chose intéressante qui est 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Il aurait pu compléter en disant 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage avant de vendre des compléments alimentaires. Bon voilà, j'arrête. Je précise que je n'ai pas vu la vidéo, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'ai pas non plus regardé les vidéos de commentaires. Cette vidéo était pas mal reprise en anglais. Sachez que l'exercice n'est pas facile parce que parfois on n'a pas l'argument qui vient tout de suite. Ça arrive qu'on l'ait, mais parfois on l'a pas, parfois on l'a une heure après ou le lendemain. C'est très frustrant. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour saluer mon effort, et surtout si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir commenter. Et allons-y donc pour cette merveilleuse vidéo. Many of you may recall that I helped popularize keto. And in fact, in 2017, I wrote a book called Fat for Fuel, which when it was released was the #1 book sold in the United States overall, not just in some obscure category on Amazon. And many people improved, including myself, by following the principles in here. And I believed at the time that fat was the best fuel that you could use to generate energy in your body. And I'm not dismissing the fact that many people improved, including myself, but many people also had challenges following the low carb diet, especially for a long time. And alors, je commenterai le fond et la forme. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, là, il dit vite fait que bon, il a écrit un livre sur le diète cétogène, il n'en a pas écrit qu'un, il en a écrit une flopée. J'ai l'impression que c'est vraiment très travaillé, cette espèce d'air très sérieux, très grave, pour dire que voilà, il a vraiment cru que le gras était le meilleur carburant, mais il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui galéraient avec ce genre de diète low carb. Enfin bon, c'est pas la peine de prendre un air affligé comme ça, parce que les personnes qui n'y arrivaient pas, on en a bien profité pour leur vendre tout un tas de compléments alimentaires pour soi-disant aider l'adaptation. Voilà. Parenthèse refermée. This information I just learned relatively recently, within the last year, as a result of studying the work of Ray Peat, who sadly passed away in Thanksgiving of 2022, but provided us with an important legacy of work that I think could help us understand how the body works even better. So one of the things that he helped me understand is that your body needs sugar. It absolutely needs sugar. If you don't get it, you will be dead shortly, and because you'll be in a hypoglycemic coma. That's what happens. You have to have sugar. Your brain requires it. It's absolutely imperative. Alors, ça commence fort. Je rappelle que c'est un médecin qui parle et qui a écrit plusieurs livres sur le régime cétogène. Donc il dit, une étude récente de 2022 l'a aidé à comprendre que le corps avait vraiment besoin de sucre, et que si on n'avait pas de sucre, on allait rapidement mourir pour cause d'hypoglycémie. Mais je suis obligée de m'arrêter sur deux choses. C'est pas une étude qui t'a fourni cette information, c'était dans le titre qu'on n'allait pas manger de glucides. Et deuxième chose, ils faisaient comment les pélos à l'époque paléolithique, quand c'était l'hiver, qu'il n'y avait pas un pet de légumes et pas un pet de sucre et pas un pet de miel et rien du tout, ils faisaient comment pour ne pas mourir d'hypoglycémie. Faites attention aussi quand une personne, au lieu de donner des arguments, répète. Là, vous voyez, c'est la 3e fois qu'il le dit. Le corps a besoin de sucre. Et au lieu de donner ces arguments, on est sur le côté peur. Si vous n'avez pas de sucre, vous allez mourir d'hypoglycémie. Thankfully, your body has a rescue system when your sugar gets too low. Now, your body only has a limited store of carbohydrates or sugar in the form of glycogen, typically in the liver. You have it in your muscles too, but only your muscles can use that. But systemically, it's the one in your liver that makes the difference. So you only have enough for about a day, maybe 2. Some people possibly 3, but it's typically within 1 and 2 days. So when you exhaust that, your body has to make sugar. So the question becomes, how does your body make sugar? I did not know this. I did not appreciate it. I did not realize this was the mechanism. But I share the mechanism with you. You might be as equally shocked as I will. It makes a hormone that you all have heard of called cortisol. Now, cortisol is in a group of hormones called the glucocorticoids. And it's just what it says. The gluco means glucose. Cortico means comes from the adrenal cortex, and oid means as a steroid. So the primary purpose, and if you study cortisol and look at its functions, you'll find that it's designed for glucose homeostasis, but it does far more than that. It's actually a rescue hormone that your body has, because if your blood sugar gets too low, you're going to die. So thankfully we have cortisol, and when it's activated, it will send signals to your body to break down your muscles, your bones, and brain. Je suis quand même un petit peu choquée. Tu es supposé être médecin, mais tu n'avais pas réfléchi avant cette étude, à comment se faisait la régulation du sucre. Et tu découvres,
Tu as écrit des livres sur la diète cétogène et tu découvres. Alors, s'ensuit une explication sur le cortisol. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu au début, on voit arriver des mots un petit peu plus compliqués. Donc, il nous répète que si la glycémie va trop bas, qu'on est un peu en hypoglycémie, on va mourir. Et que ce qui vient nous sauver de tout ça, c'est le cortisol, parce que le cortisol va permettre de faire remonter la glycémie, le sucre dans le sang, par néoglucogénèse. Alors, je suis d'accord avec ça, dans le sens que, premièrement, c'est effectivement dangereux, l'hypoglycémie. Même quand vous n'en mourrez pas, fait des espèces de mini-césures, de mini-crises à chaque fois dans votre cerveau qui créent vraiment des dommages. Les hypoglycémies, c'est mauvais pour le cerveau, et poussé à l'extrême, ça peut être mauvais pour l'ensemble du corps. Ça, je suis d'accord. Je suis aussi d'accord avec le fait que le cortisol, via la néoglucogénèse, fait remonter le sucre dans le sang, un petit peu comme une réaction de panique, et il souligne que c'est pas vraiment souhaitable parce que la néoglucogénèse, ça vient taper dans vos tissus. Et ça, je vous dis tout le temps, la néoglucogénèse, vous allez faire du sucre avec vos tissus, avec la peau, avec les organes, etc. Ça n'est pas souhaitable. Et attention, je suis d'accord avec ces deux éléments, mais je ne suis pas d'accord avec le raisonnement, parce que ce n'est pas le cortisol qui est supposé réguler la glycémie. La glycémie, déjà, premièrement, n'est pas supposée être instable. Si vous mangez correctement et que vous êtes correctement connecté à votre cycle circadien, votre glycémie doit être stable normalement. Il n'y a pas de raison de faire des hypoglycémies. L'hypoglycémie est une anomalie en réponse à trop de consommation de sucre, et quand il arrive qu'il y ait des mouvements de montée ou de descente mineurs, c'est régulé par la conjonction de l'insuline et du glucagon. C'est pas le cortisol qui est supposé stabiliser la glycémie. Le cortisol va rentrer en jeu quand il y a une hypoglycémie qui est déjà un dérèglement et qui n'est pas supposé arriver. Si vous avez des dérèglements de la glycémie, des hypoglycémies, c'est principalement par surconsommation de sucre qui crée des montées et des descentes vertigineuses comme ça, et c'est ça qui est dangereux. Le cortisol est une des hormones du stress, donc il vient répondre à une situation exceptionnelle, un accident, etc. Alors je suis d'accord que certaines mises en place de la diète cétogène, certaines pratiques de la diète cétogène font beaucoup appel au cortisol et à la néoglucogénèse, mais ça n'est pas le fonctionnement normal. La glycémie est supposée être à peu près stable ou régulée par l'insuline, et le glucagon, l'insuline qui la fait redescendre la glycémie, et le glucagon qui la remonte pour que ça soit équilibré. Mais c'est important de comprendre que résistance à l'insuline et hypoglycémie sont des anomalies. Why? Because it needs amino acids, which is going to use as the raw material to make glucose in a process called gluconeogenesis in your liver. So thankfully, you have this rescue pathway to increase your sugar. And it's very rare where someone ever dies from a hypoglycemic coma because their cortisol level rescues them, but they will die prematurely from the effects of elevated cortisol, chronic inflammation, because that's its other purpose. And many people, clinicians included, believe that that's its primary purpose, but it's not. And in fact, I've been a participant in many longevity groups and have listened to many of the experts. And personally, and maybe my memory is getting not as good as it used to be, but I don't ever recall anyone highlighting the fact that elevated cortisol level is a primary way that you're going to age. It is literally the primary aging hormone. Là, je suis d'accord avec lui. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que avoir le cortisol élevé trop longtemps, c'est quelque chose qui va amener du vieillissement prématuré. Ça, je suis d'accord avec ça. Je vous en ai même parlé dans un live Instagram. Être glucogénique, typiquement, c'est quelque chose qui va vous faire vieillir plus vite, parce que pour fabriquer ce sucre, le corps va taper dans la masse maigre, dans les muscles, dans la peau, etc. Donc on va avoir des vieillissements accélérés, prématurés, et c'est pour ça que je vous mets toujours en garde sur une diète cétogène mal mise en pratique, pas suivie avec un lecteur de glycémie, pas suivie avec assez de gras, parce que les gens perdent beaucoup de poids, mais perdent énormément de masse musculaire, et ça en rendent pas compte puisqu'ils ne mesurent pas leur taux. Je suis d'accord avec ça, mais par contre je ne suis pas d'accord avec le fait que le cortisol soit là pour réguler la glycémie. Si on a une application correcte de la diète cétogène, la glycémie doit être stable, même pendant la nuit, il ne doit pas faire appel au système d'urgence du cortisol. Et pour les personnes qui utilisent soit un lecteur de glycémie, soit un capteur dans le bras, vous vous rendez compte, surtout ceux qui ont un capteur, qu'on peut passer la nuit entière avec une glycémie stable. Donc ça veut dire qu'on n'a pas eu à faire appel au cortisol, parce que le cortisol n'intervient que quand il y a une chute, que quand vous êtes basculé en hypoglycémie pour la faire remonter. Si vous n'avez pas eu ce système-là, il n'y a pas eu d'intervention du cortisol. So if you are interested in living longer and living healthy, then you're going to want to lower your cortisol levels. And in fact, a study was published
just recently in May of 2023 that was done to show what the differences are between a low carb, high fat diet, which I was promoting and recommending, and a low fat, high carb diet. Well, wouldn't you know, both of those groups had a difference of 30% changes in their mortality rate. One, the low carb, high fat diet, increased their mortality rate by 30%, whereas the converse, the low fat, high carb, actually decreased it. So this, to me, I encountered this study not too long after I started to understand this information. And to me, it was supporting evidence. This is something I should consider. You may want to consider too. You may dismiss it. And if you're doing great now, that's fine. But it's something to consider. Alors, là, on nous montre une étude. Alors, en plus de ça, je trouve vraiment ça très peu professionnel de la part d'un médecin. On ne montre que le haut de l'étude. Il y a pas de détails qui sont affichés. On nous donne pas le contexte de l'étude, mais ça veut dire que donc, tu as suivi des gens depuis leur middle age, donc je sais même pas ce que ça veut dire middle age, mais en gros au milieu de leur vie, tu les as suivis 10, 20, 30, 40, 50 ans jusqu'à leur mort, pour t'apercevoir que dans le groupe cétogène, la mortalité était 30% supérieure. Je vois pas comment c'est techniquement possible, parce que tu peux peut-être suivre des gens sur leur diète, mais tu sais pas ce qu'ils font à côté, tu sais pas comment ils ont mis en place la diète. La plupart des études qui mesurent soi-disant les comptes low carb en dessous de 100 grammes de glucides, sauf que en dessous de 100 grammes de glucides, t'es effectivement en low carb, t'es pas en cétogène, donc t'as déjà un apport de glucides, donc t'es glucogénique, et tu feras de la néoglucogénèse. Donc là déjà, il y a un problème. Comment tu vas pouvoir mesurer qu'à la fin, il y a 30% de mortalité en plus? Franchement, là, c'est pas sérieux. Je parle même pas du fait que quand on montre une étude, faut révéler la partie conflit d'intérêts. Là, elle a pas été révélée, donc on ne sait pas s'il y a des conflits d'intérêts ou non dans cette étude. Puis parfois, même quand on révèle cette partie, en fait, c'est pas correctement fait et ça a pas été rempli. C'est vraiment pas sérieux. But here's the caution, here's the danger, here's the concern. Many people have tried high carbohydrates and they failed miserably in many cases. Why? I want to tell you one of the primary reasons that this is likely the case. Because they didn't understand that your body has a metabolic switch. In many ways, a switch is a switch very similar to the one on a railroad track, where the train comes along and then you throw the switch and it goes down on a different track. It can only go down one track at a time. The train can't split itself in two and go down both tracks. So there's a switch. And actually, this switch has a name. It's called the Randle cycle. It essentially describes a process where your tissue can only burn one fuel at a time. It can't burn fat and glucose at the same time. And glucose is the same. It's a synonym for sugar. So the threshold appears to be, and this is different for different people, but it's about 30%. And what do I mean? If your fat level is above 30%, then you're not going to be able to take that sugar, that glucose, and run it through your mitochondria, which is a small organelle within almost every blood cell in your body, except for the red blood cells, that produces cellular energy in the form of ATP. That's really one of the primary differences between higher order organisms and lower order ones like bacteria. They don't have mitochondria, we do. And it's very efficient at creating energy. However, if your fat level is fat content, the percentage of fat that you're consuming in your diet is over 30%, then this sugar is backed up and it can't go through the mitochondria. It has an alternate source. That alternate source is called glycolysis, and essentially is very inefficient. You can take one molecule of glucose and you only make two ATP. That's it. And it also doesn't require oxygen. And then, so we think, well, that's great. It's not going to create many reactive oxygen species, but it's actually quite to the contrary, because it's so inefficient, it's going to create a lot more reactive oxygen species. And we'll talk about that in a moment. So if your fat level is under 30%. Donc là, il vous explique, on a vraiment besoin de faire appel au cycle de Randle pour le comprendre, mais effectivement, on peut pas brûler les deux carburants à la fois. C'est pour ça que les diètes riches en glucides et en gras, ça fonctionne pas. Le corps a le choix entre la filière énergétique des glucides ou la filière énergétique du gras, mais il peut pas faire les deux en même temps. En revanche, ce qu'il est capable de faire, c'est alterner. Et c'est ça qu'on appelle la flexibilité métabolique. S'il y a des glucides, vous avez la capacité de les utiliser. Quand il n'y en a plus, vous avez la capacité de venir dégrader des acides gras et fabriquer des cétones. Et les cétones peuvent être utilisés dans le cycle de Krebs. Et le gras peut être utilisé directement. C'est ce qu'on appelle la cétoadaptation et la fat-adaptation. Mais la flexibilité métabolique donne la possibilité de, comme il l'a dit, switcher de l'un à l'autre, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre,
puisque le corps ne fait pas les deux en même temps. Deuxième chose à noter, il fait une comparaison en disant qu'en gros c'est très peu efficace de brûler du gras dans la mitochondrie. Alors ça vraiment, de la part de quelqu'un qui est supposé avoir fait le tour de la question sur le testostérone, c'est vraiment très très grave. Il y a une étude justement qui a été faite par des scientifiques italiens pour mesurer le rendement de chaque carburant dans la mitochondrie. Donc ça c'est quelque chose qu'on a étudié avec ceux qui sont dans mon cours métabolisme. Vous pouvez retrouver ces informations dans les livres de Kate Shanahan. Ce que montre cette étude, c'est que chaque carburant, le glucose, les protéines, les cétones, le gras, n'a pas le même rendement d'énergie dans une mitochondrie, mais le sucre fait partie de ceux qui ont un rendement assez mauvais, assez faible, par rapport aux gras saturés ou aux gras monoinsaturés qui, eux, ont un très très bon rendement dans la mitochondrie. Par contre, les gras polyinsaturés ont, eux, un très mauvais rendement dans la mitochondrie et vont fatiguer la mitochondrie. Donc là, en fait, c'est très très imprécis de venir dire que le gras a un mauvais rendement. Tous les gras n'ont pas un mauvais rendement. Le saturé et le monoinsaturé ont un excellent rendement, c'est même le meilleur rendement, très loin devant le sucre, sans reactive oxygen species, sans oxydation, tandis que les polyinsaturés, donc que je vous dis tout le temps d'éviter, hein, dans les vidéos on en parle, on en a parlé récemment, eux ont un mauvais rendement et créent aussi de l'inflammation. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'ils sont pas métaboliquement viables, ces polyinsaturés. Donc là, Joseph, ça serait bien de revoir ses fiches, on sort le cycle de Randle pour faire son malin, mais en fait les informations sont pas précises. And in some cases where there's some pretty severe metabolic inflexibility, like obesity or diabetes, that level may have to decrease to 15 to 20%, which is pretty extreme. That's a pretty low-fat diet. I don't think it ever really should go under 10%, but the lower you can go, the better that you can tolerate. Usually, meal or diets under 10% fat are going to be very hard to tolerate. It's just not doable for most people. But the threshold appears to be 30%. If you have less than 30%, of your total calories as fat, then the glucose that you're ingesting can be used efficiently in your mitochondria. And we'll talk, there's some different ways that you can burn that even within the mitochondria if your fat is less than 30%. And we'll talk about that in a moment. But that's the primary principle, is you've got to get the fat level right first. Je me permets de faire la petite parenthèse sur le deutérium. Le deutérium est une substance, c'est une molécule qui ressemble à de l'oxygène. On l'appelle aussi oxygène lourd et c'est une molécule qui va venir détraquer un petit peu la mitochondrie. Je vais vite, je rentre pas dans les détails parce que j'ai pas le temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui endommage et amoindrit et ralentit le fonctionnement de la mitochondrie. Or le deutérium, on en trouve principalement dans les glucides. On en trouve beaucoup dans les fruits, mais aussi dans les produits transformés et on en trouve surtout dans les glucides. Il y a très peu, voire quasiment pas de deutérium dans le gras et les protéines. Donc ça laisse à penser qu'en fait une diète haute en glucides et basse en gras aurait beaucoup plus de potentiel d'endommager les mitochondries qu'une diète haute en gras avec peu de sucre, peu de deutérium et avec des gras qui sont bien choisis, bien sûr. Parce que si vous faites une diète cétogène avec beaucoup d'huile riche en oméga 6, bah là vous allez dans son sens et c'est pas ce qu'on veut. And then you can hope that you're going to have a chance of burning this. Again, that could be as little as 15% if you're obese or diabetic. So you'd have to play with that. And I think that's one of the reasons why most people who try introducing the carbohydrates run into problems. The other is you don't want to do this quickly. If you've been on low carb, high fat for years and you're doing okay, fine. Maybe you don't want to consider this at all. But if you're having problems or you want to consider it, then maybe make the transition slowly. I was taking anywhere between 50 and 100 grams of carbohydrates for many years. And I switched to about almost 500 grams of carbohydrates over a few months. And it seems to be doing pretty well for me. But just let your body tell you what's good for you and use that to guide your process through the system. Donc on termine avec cette jolie apothéose où il explique que c'est la raison principale pourquoi les personnes qui échouent avec des diètes cétogènes ou low carb échouent. C'est parce que justement voilà, ça permet pas à leur mitochondrie de fonctionner correctement. Et puis donc il finit en disant que lui il est passé progressivement jusqu'à une diète à 500 grammes de glucides ajoutés par jour. Je vais même réécouter parce que je me demande si je me suis pas trompée sur 500 grammes. Attendez. I switched to about almost 500 grams of carbohydrates over a few months. And it seems to be doing pretty well for me. But c'est ça, il est donc passé à 500 grammes de glucides par jour. Bon,
Voilà, donc on finit là-dessus. L'argumentaire termine complètement en queue de poisson. Laissez votre corps vous guider vers la bonne quantité de glucides. Non, quand on a consommé des glucides toute sa vie, pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, c'est pas intuitif du tout. Si on laisse le corps nous guider, le corps va nous ramener à nos anciennes addictions vers le sucre. Il y a un moment où on peut suivre son corps quand on retrouve une balance hormonale solide, quand on a des mitochondries qui fonctionnent bien, quand on est bien connecté à son rythme circadien, quand on dort bien. Enfin, quand on est en mauvaise santé et que tout est détraqué, on peut pas faire confiance à ces signaux. Donc pour conclure, je suis un peu déçue par cette vidéo, je m'attendais à plus fort comme argumentation. En fait, il y a deux arguments principaux. L'argument principal est de dire, voilà, comme la diète cétogène, ça vous crée des hypoglycémies, bah, vous allez avoir beaucoup plus recours au cortisol, et l'excès d'utilisation de cortisol provoque un vieillissement accéléré. Ça, c'est facile à démonter. Une diète cétogène bien mise en place ne doit surtout pas dérégler la glycémie. Son but principal est même de la stabiliser. C'est l'intérêt numéro 1 d'une diète cétogène. Le système et l'équilibre de la glycémie est régulé par l'insuline et le glucagon, mais surtout par une alimentation qui va permettre cette stabilité. Alors oui, il y a des personnes qui ont de fortes hypoglycémies et du coup ça se travaille, il faut vraiment réussir à réguler ça, mais c'est un dysfonctionnement, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas la diète cétogène qui a créé ce dysfonctionnement au départ. C'est juste que forcément quand vous commencez une diète low carb et que vous réduisez les glucides, si vous aviez de l'hypoglycémie avant, ça va se voir. Vous allez être pas bien, mais vous étiez pas bien non plus avec vos glucides en diète occidentale. Le marqueur, et ça je vous le dis depuis des années, d'une diète cétogène bien faite, c'est une diète où la glycémie est stable, la cétonémie est stable, et on a du coup très peu recours au système de néoglucogénèse qui, effectivement, il y a raison, va amener du vieillissement accéléré. C'est pour ça que je vous harcèle avec ces histoires de faites bien votre diète. C'est pour ça. Le deuxième argument ne va pas non plus, celui de l'efficacité dans la mitochondrie. Donc lui, il prétend que la mitochondrie est plus efficace avec du sucre. Ça a été démontré que non. Et surtout, la mitochondrie est plus efficace avec du gras, mais pas avec n'importe quel gras. Et donc là, il faut être précis. Avec, effectivement, je suis d'accord avec lui, avec des polyinsaturés, la mitochondrie sera très peu efficace, elle va chauffer. Mais une diète riche en glucides a de forts potentiels de détraquer justement les mitochondries. C'est ce qui fait que les gens qui ont des diètes occidentales, avec le temps, ont un métabolisme qui va avoir tendance à se ralentir. Alors il y a d'autres facteurs, mais forcément, plus vous consommez de deutérium, plus vous allez abîmer, ralentir, voire détruire vos mitochondries. Et du coup, avec le temps, vous aurez un métabolisme qui fonctionne moins bien, qui donne moins d'énergie, qui stocke plus, etc. Mais une diète cétogène bien faite a plutôt le potentiel d'accélérer, améliorer votre mitochondrie. Pour moi, c'est vraiment un discours pas précis, et surtout ça révèle que cette personne s'est permis d'écrire des livres sur la diète cétogène sans vraiment comprendre les implications sur le métabolisme, sans vraiment comprendre comment tout cela marchait, sinon on n'en arriverait pas à des aberrations comme ça sur le rôle du cortisol. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, s'il y a des arguments que j'ai loupés, n'hésitez pas à les ajouter aussi en commentaire. Si vous aussi vous êtes intéressé pour mieux comprendre les implications du métabolisme, vous pouvez rejoindre mon cours métabolisme. Même si j'ai commencé en janvier, vous pouvez toujours rejoindre le cours en cours d'année. Les informations sont en barre de description. Merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.